Trump pensait qu'il l'avait verrouillé. Un cessez-le-feu en Ukraine, les deux côtés acquiescent. Oui, plus de missiles, plus de bains de sang, juste un accord qui aurait pu tout changer. Mais Poutine a retiré le tapis. La Russie a non seulement ignoré le cessez-le-feu, mais a aussi intensifié les attaques. Maintenant, le cabinet de Trump est en mode panique totale. Les plans se défont, les pressions s'accumulent, et personne n'a vu cette trahison venir aussi vite. Qu'est-ce qui a mal tourné? Poutine a-t-il manipulé Trump depuis le début? Y a-t-il encore un moyen de sauver l'accord? Ou la guerre est-elle sur le point d'éclater à nouveau? Cet épisode décompose les trahisons, les retombées, et ce que Trump et l'OTAN peuvent réellement faire maintenant. Accrochez-vous, ça va secouer. Examinons le calendrier des négociations de Trump avec l'Ukraine et la Russie, en nous concentrant sur les accords de cessez-le-feu potentiels qu'il a tenté de négocier entre les deux pays. Jusqu'à l'inauguration de Trump le 20 janvier, il n'y avait pratiquement eu aucun progrès dans les tentatives de négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie. Divers pays ont fait des propositions pour des accords de cessez-le-feu possibles, mais ils ont été rejetés par l'un ou l'autre côté. Les représentants de l'Ukraine et de la Russie se sont rencontrés 3 fois entre 2022 et 2024 sans parvenir à un accord, compte tenu des vues divergentes sur l'évolution de la guerre, notamment sur l'improbabilité pour chaque camp de gagner un territoire important. La situation s'est aggravée lorsque l'Ukraine a envahi Koursk en 2024, obtenant une grande emprise sur le propre territoire de la Russie et cimentant son intention de continuer à se battre jusqu'à ce qu'un accord bénéfique pour l'Ukraine soit atteint. Même avant l'inauguration de Trump, il a fait plusieurs affirmations audacieuses sur sa capacité à résoudre la guerre diplomatiquement. Il a souligné son amitié de longue date avec Poutine comme un moyen d'atteindre la diplomatie avec la Russie. L'une de ses déclarations les plus célèbres était qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en une journée, s'il en avait la chance. Dès son entrée en fonction, Trump a tenté de faire exactement cela, directement ou via son administration. Et les États-Unis ont adopté une position beaucoup plus agressive et active dans les relations Ukraine-Russie. Cela a mené à plus de réunions et de propositions de paix, mais l'approche des États-Unis envers les accords de paix a considérablement changé. Le gouvernement de l'ex-président Joe Biden avait fermement appuyé la démarche ukrainienne, notamment son souhait d'adhérer à l'OTAN, de garder son territoire d'avant-guerre et possiblement de reprendre la Crimée. L'administration Trump a adopté une approche différente pour tenter de mettre fin rapidement à la guerre. Cela donnerait des concessions significatives à la Russie, qui a occupé environ 20% du territoire ukrainien ces 3 dernières années. Cela a été encore compliqué par l'admission possible de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui contrastait directement avec les préoccupations supposées de la Russie en matière de sécurité nationale et d'intégrité. En résumé, les deux parties ne pouvant trouver un terrain d'entente, les États-Unis ont décidé de faire appel à l'agresseur pour tenter de les pacifier. Cela a mené à des accords et annonces, dont plusieurs s'opposent aux efforts de l'OTAN depuis 3 ans. Le 12 février, le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth a déclaré publiquement que le retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 était irréaliste, soulignant la nécessité de garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine, tout en exprimant son scepticisme quant aux perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le 18 février, des délégations américaines et russes de haut niveau se sont rencontrées à Riyad, en Arabie Saoudite, dirigés respectivement par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, dont nous parlerons plus en détail. Les négociations ont porté sur des cadres pour mettre fin au conflit en Ukraine et sur des opportunités économiques et d'investissement liées à l'obtention de la paix. L'Ukraine a été exclue des discussions, suscitant l'inquiétude du président Volodymyr Zelensky quant à l'exclusion des pourparlers qui ont directement impacté son avenir. Cela créerait un précédent où les États-Unis chercheraient à obtenir la paix, uniquement par le dialogue et la diplomatie avec la Russie, la Chine et l'OTAN, tout en imposant des conditions à l'Ukraine. Le 25 février, les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord préliminaire sur le développement conjoint des ressources minérales ukrainiennes, dont les terres rares, le pétrole et le gaz. Cela s'inscrit dans les efforts de reconstruction et de remboursement de l'importante aide américaine pendant le conflit. Toutefois, une réunion cruciale le 28 février à Washington District de Columbia entre les présidents Trump et Zelensky, visant à conclure l'accord sur les ressources minérales, s'est achevée abruptement, sans issue. La réunion est devenue particulièrement houleuse, avec Trump et le vice-président J.D. Vance critiquant publiquement Zelensky, marquant une rare confrontation diplomatique entre les deux pays. Les États-Unis ont ensuite suspendu provisoirement l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine, exacerbant les tensions. En vérité, cet accord avantageait grandement les États-Unis. Trump croyait que l'Ukraine devait rembourser sa prétendue dette envers les États-Unis.
Le seul moyen pour le pays de s'en sortir sans aggraver la crise économique était de céder ses ressources naturelles. Ainsi, l'accord estimait la valeur de ces ressources à environ la moitié de leur taux réel. Cependant, les États-Unis ont refusé de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, en envoyant leurs propres forces de maintien de la paix et des équipements industriels, avec des équipages pour extraire ces ressources. De plus, l'accord de cessez-le-feu n'a jamais clairement défini son but ultime. L'accord était assez ambigu pour que la Russie reprenne ses attaques sans conséquence, tout en empêchant l'Ukraine de recevoir une aide essentielle. Malgré tout cela, Zelensky a accepté préliminairement les termes de l'accord minier, car cela donnerait à l'Ukraine un répit très nécessaire face aux combats incessants et lui permettrait de récupérer et de regrouper ses forces. Les combats continueront inévitablement. Pourtant, l'accord n'a jamais été ratifié, car Trump pensait que Zelensky n'était pas prêt à mettre fin à la guerre. Les efforts pour réparer ces tensions diplomatiques ont continué. Le 11 mars, après des discussions à Jeddah en Arabie Saoudite, l'Ukraine a accepté de soutenir un cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis. Avec le retour de la Russie, les États-Unis ont repris l'aide militaire et la coopération en matière de renseignement, indiquant une possible désescalade des tensions. Le 18 mars, un appel téléphonique entre les présidents Trump et Poutine a permis d'obtenir un accord de cessez-le-feu partiel de la part de Poutine. Un arrêt de 30 jours des attaques ciblant l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, malgré l'absence d'engagement russe pour un cessez-le-feu complet. Ce geste visait à favoriser de nouvelles négociations diplomatiques. Cependant, quelques heures seulement après que le cessez-le-feu était censé entrer en vigueur, la Russie et l'Ukraine ont relancé les hostilités avec une série d'attaques sur des complexes militaires et industriels vitaux. Selon les services de renseignement ukrainiens, des soldats russes auraient bombardé leur propre gazoduc un jour plus tard. Kiev a accusé la Russie de saboter le pipeline Sudessa, qui avait été vital pour approvisionner l'Europe en gaz russe via l'Ukraine. Selon l'Ukraine, la Russie tente de nier l'accord de cessez-le-feu qu'elle avait partiellement accepté grâce à la diplomatie américaine. Ce geste affaiblit l'autorité de Trump dans ses efforts pour mettre fin au conflit, malgré ses déclarations antérieures sur son amitié de longue date et sa compréhension de Poutine. Pour la Russie, cela s'expliquerait par l'impact limité qu'aurait le cessez-le-feu sur l'état de la guerre. Selon le Kremlin, un cessez-le-feu de 30 jours, auquel les deux parties ont récemment convenu, ne donnerait techniquement rien à la Russie, tout en permettant à l'Ukraine beaucoup plus de liberté pour se regrouper. Toutefois, ce point de vue est au mieux techniquement imparfait. En réalité, les deux côtés du conflit peuvent grandement bénéficier de l'arrêt des combats, même pour aussi peu qu'un mois, en raison des pertes économiques, humanitaires et militaires considérables subies ces 3 dernières années. Pour la Russie et l'Ukraine, le cessez-le-feu est une étape essentielle pour réévaluer leur position actuelle dans la guerre et ce qu'ils ont à gagner en la poursuivant. D'une part, l'opposition de la Russie au cessez-le-feu est logique, car son objectif principal dans la guerre a été d'occuper l'Ukraine entièrement. De plus, vu la lente progression de la Russie et le fait que chaque innovation qu'elle a apportée sur le champ de bataille semble avoir été contrée par l'Ukraine, le cessez-le-feu de 30 jours pourrait enfin permettre à ces stratèges militaires de s'adapter aux conditions en constante évolution du champ de bataille, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Malgré les bénéfices potentiels d'un cessez-le-feu pour l'Ukraine et la Russie, cette dernière ne semble pas prête à se plier aux demandes de Trump et de son administration. Ce refus enfreint directement les accords préliminaires au cessez-le-feu. Même si la Russie était celle qui a sans doute le plus bénéficié de cela, car les États-Unis n'ont toujours pas inversé leur position relativement pro-russe récente. Le cabinet Trump s'est retrouvé dans une position délicate. L'affirmation de Trump selon laquelle il contrôlait la Russie reposait sur l'hypothèse que les États-Unis pourraient contraindre la Russie à accepter un accord de paix sans condition. Un cessez-le-feu pourrait mener à un futur accord. Cependant, les actions de Trump jusqu'à présent visaient à apaiser Poutine avec des accords favorisant grandement la Russie, tout en essayant d'extraire autant de valeur que possible de l'Ukraine, grâce à l'accord minéral précédemment mentionné auquel Zelensky a provisoirement accepté. C'est à ce moment que nous devons reconnaître les deux principaux acteurs de l'administration Trump, qui ont conduit à cette réponse contradictoire, Marco Rubio et Elon Musk. Depuis qu'il est devenu secrétaire d'État américain en janvier 2025, Rubio s'est directement engagé dans des négociations avec des représentants russes et ukrainiens. Lors de la réunion à Riyad, Rubio a approché Lavrov et a joué un rôle clé pour tenter d'établir une relation plus positive entre les États-Unis et l'Ukraine. Malgré les actions erratiques de Trump sur la guerre et le rôle des États-Unis dans les dons de l'OTAN, Rubio a mené à l'accord de cessez-le-feu début mars, que la Russie a accepté avec réticence, puis rompu avec l'escalade des hostilités. Cela pourrait détériorer la relation Trump-Rubio, Trump ayant apparemment fondé ses espoirs sur l'acceptation du cessez-le-feu par la Russie.
Concernant sa relation positive avec Poutine, Rubio lui-même a également radicalement changé son approche des relations Ukraine-Russie depuis janvier. Auparavant reconnu pour ses vues belliqueuses et ses critiques ouvertes de Poutine, qu'il avait qualifié de gangster et de criminel de guerre, Rubio a modifié sa position pour s'aligner sur l'approche diplomatique de Trump, privilégiant les négociations pacifiques plutôt que l'escalade militaire en Ukraine. En fin de compte, cette approche diplomatique semble porter peu de fruits, ce qui pourrait intensifier l'acrimonie au sein de l'administration Trump. L'échec de Rubio à créer un accord de cessez-le-feu qui convienne à la Russie et aux États-Unis sape les annonces précédentes de Trump et ses tentatives de mettre fin à la guerre. Il le voit comme un investissement américain important, sans retour concret. Cela pourrait aussi être dû à la politique erratique de Trump, notamment en matière de relations étrangères, de commerce et de diplomatie, qui ont fait l'actualité ces derniers mois. Cette imprévisibilité va au-delà de son approche de la Russie et de l'Ukraine. Trump a imposé de lourds tarifs douaniers sur des partenaires commerciaux de longue date comme le Canada, le Mexique et la Chine. Trump a annoncé des 50% sur les exportations vitales de métaux du Canada. Le Canada a riposté en imposant des surcharges d'électricité aux États-Unis. Avec une réponse presque immédiate, Trump s'est retiré de la ratification des tarifs quelques jours plus tard, et le Canada a fait de même. Des concepts similaires s'appliquent quant aux relations de Trump avec la Chine, où des tarifs et interdictions commerciales ont été imposés, puis inversés. En quelques mois, avec la possibilité que les relations commerciales et diplomatiques changent radicalement du jour au lendemain, presque tous les pays ont été désorientés par l'approche des États-Unis en matière de politique étrangère. Ce changement drastique entre un état de choses et le suivant dans l'administration Trump souligne l'approche apparemment aléatoire que Trump a eue à l'égard du conflit en Ukraine depuis le tout début. La campagne de Trump affirmait qu'il pouvait rapidement mettre fin à la guerre, ce qui aurait pu jouer un rôle important dans son élection. Depuis son élection, aucune paix n'est venue, et l'Ukraine n'a reçu que des menaces de mettre fin à la guerre, d'une manière ou d'une autre, et des accords qui l'endetteraient sans garantie de sécurité. Ensuite, l'administration américaine a fait volte-face en soutenant l'Ukraine dans la guerre, suspendant l'aide militaire et de renseignement pendant une semaine pour forcer la main de l'Ukraine. Malgré le succès du mouvement qui a poussé l'Ukraine à accepter un cessez-le-feu, il a révélé le manque de poids diplomatique des États-Unis sous la présidence de Trump. Jusqu'à présent, son approche a été similaire à celle de Poutine, imposant ses propres règles tout en ignorant l'Ukraine. Avec l'échec de Rubio à convaincre la Russie d'accepter un cessez-le-feu, Trump pourrait décider de renouveler des membres clés de son administration. Bien que cela puisse mener à l'éviction de Rubio comme secrétaire d'État, cela pourrait aussi avoir un impact sur un autre acteur clé de l'administration Trump, Elon Musk. Ce dernier est devenu une figure de proue sous la présidence de Donald Trump. Dirigeant le département de l'efficacité gouvernementale ou département de la justice, l'initiative, conçue lors de la campagne présidentielle de 2024, a été officiellement établie par décret en janvier 2025. En nommant Musk comme conseiller principal pour optimiser les opérations gouvernementales et réduire significativement les dépenses fédérales. Cela fait essentiellement de Musk un membre du gouvernement, tout en lui donnant un tout nouveau rôle, distinct de celui-ci, qui lui permet toujours d'agir indépendamment. L'objectif ambitieux de Musk comprend la consolidation d'environ 400 agences fédérales en un nombre plus gérable, suggérant que 99 est plus que suffisant. Avec des coupes de budgétaires potentielles rapportées jusqu'à 2 billions de dollars, un chiffre dépassant les dépenses discrétionnaires totales du gouvernement en 2023. Sous la direction de Musk, Doge a initié des réductions d'effectifs agressives dans diverses agences fédérales. Le Bureau des droits civils du département de la sécurité intérieure a connu des licenciements majeurs, soulevant des inquiétudes quant à la capacité de l'administration à superviser efficacement les politiques sensibles d'immigration et de droits civils. L'implication de Musk a divisé l'opinion. Les journalistes, surtout républicains, saluent ses efforts pour réduire le gaspillage gouvernemental et apporter l'efficacité du privé. Les critiques soulèvent des inquiétudes sur de possibles conflits d'intérêts dus aux nombreuses transactions commerciales de Musk, dont certaines sont étroitement liées aux contrats gouvernementaux. Musk a aussi joué un rôle crucial dans la guerre en Ukraine grâce à SpaceX. Depuis le début de la guerre, SpaceX a permis à l'Ukraine d'utiliser de manière limitée son programme Starlink, afin d'accéder en temps réel à son infrastructure de communication et de surveillance avancée. L'armée ukrainienne a utilisé Starlink pour améliorer ses communications, ses opérations de drones et sa coordination sur le champ de bataille, renforçant ainsi ses capacités de défense contre les forces russes. On pourrait soutenir que Starlink est devenu une bouée de sauvetage pour défendre l'Ukraine de l'invasion russe. Cependant, au fil de la guerre, SpaceX a commencé à restreindre l'utilisation de Starlink dans certaines opérations de première ligne.
Des rapports indiquaient que l'accès était restreint dans les zones de combat actives et les zones occupées par les Russes, comme le Donbass. Elon Musk et la direction de SpaceX ont déclaré que Starlink n'avait jamais été destiné à être utilisé comme une arme et ont précisé qu'il n'était pas destiné à contrôler des drones ou à mener des frappes offensives, malgré le fait que le système ait été utilisé de cette manière plus tôt dans la guerre. Plusieurs voient ce changement comme une tentative de SpaceX d'éviter de trop s'impliquer dans le conflit. Parallèlement, le rôle crucial de Starlink dans les communications ukrainiennes a soulevé des préoccupations grandissantes, notamment au sein de l'OTAN, quant à l'influence excessive qu'une entreprise technologique privée exerce maintenant sur l'infrastructure en temps de guerre. Nommé à l'administration américaine, Musk a commencé à utiliser X, anciennement Twitter, pour façonner les récits publics sur la guerre. L'une de ses idées les plus controversées était de sanctionner les oligarques les plus riches d'Ukraine, ceux qu'il prétendait bloquer les efforts de paix, en poussant le président Zelensky à rejeter les concessions territoriales. Musk a soutenu que ce n'étaient pas les gens d'Ukraine qui prolongeaient la guerre, mais ces milliardaires. Ce n'était pas la première fois que Musk faisait des déclarations considérées comme sapant la position de l'Ukraine, après l'avoir initialement soutenu avec l'accès à Starlink. Il a proposé un accord de paix fin 2022 qui aurait conduit l'Ukraine à céder tout le territoire occupé par les Russes, un plan que Kiev a immédiatement rejeté. Mais en 2025, quelque chose a changé. Les anciens postes de Musk se concentraient sur la guerre elle-même, mais ces plus récents ont commencé à cibler directement Zelensky. Cela pourrait être vu comme une extension de ses tentatives de guider la diplomatie américaine à travers ses canaux sociaux et d'influencer la façon dont Trump voit Zelensky. On pourrait dire que Musk a pratiquement aligné sa vision de la guerre sur celle de Trump, selon le moment. En février, Musk a repris une affirmation infondée de Trump, prétendant que le taux d'approbation de Zelensky n'était que de 4%. Cependant, l'outil de vérification des faits de Musk a corrigé cette affirmation. En réponse à cette correction, Musk a promis de corriger la fonctionnalité, affirmant que le système de vérification des faits qu'il vante généralement était manipulé par les gouvernements et les médias. Cela montre la difficulté à différencier les tentatives sincères d'aider l'Ukraine et la Russie à cesser le conflit, et guider l'opinion publique en diffusant des nouvelles ou des points de vue qui pourraient être falsifiés à tout moment. Pendant ce temps, le reste de l'OTAN, surtout la France et le Royaume-Uni, a essayé de concilier les positions changeantes des États-Unis et les efforts pour apaiser la Russie et l'Ukraine, essayant d'obtenir l'aide dont elle a besoin pour rester dans la guerre et la repousser. Le 2 mars, le Premier ministre britannique Keir Starmer a tenu le sommet de Londres sur l'Ukraine, rassemblant 16 dirigeants pour coordonner l'aide à l'Ukraine. En pleine invasion russe, le sommet a souligné un moment unique pour la sécurité européenne, insistant sur l'action décisive plutôt que sur de longues délibérations, le baptisant la coalition des volontaires. Le mouvement pourrait forcer Trump à essayer à nouveau de changer de cap pour soutenir l'Ukraine, tant qu'il voit qu'il y a un profit diplomatique et géopolitique à réaliser. Les critiques antérieures de Trump envers l'OTAN, basées sur le fait que de nombreux membres ne payaient pas leur juste part des contributions à la défense, ont été en grande partie résolues par nécessité, alors que l'Europe a radicalement changé sa perspective sur une éventuelle guerre avec la Russie dans un futur proche. Cependant, l'instabilité récente de l'administration américaine impose aux politiciens d'agir avec prudence lors de leurs interactions avec Trump. Cela rend pratiquement impossible de prédire comment les cessez-le-feu ou les accords de paix proposés se dérouleraient réellement pour l'Ukraine et la Russie. Nous ne pouvons qu'avancer au quotidien et rapporter les dernières nouvelles. Selon vous, l'administration américaine va-t-elle à nouveau modifier sa position envers la Russie ? Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.